générale. La parole est à Monsieur Philippe Vigier, rapporteur de la Commission des affaires sociales. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je vous ai écouté avec beaucoup d'attention, Madame la Ministre. Je pense que sur le constat, vous avez dit vous-même qu'il était partagé, d'ailleurs l'intervention de tous les parlementaires est allée dans ce sens-là. Vous avez dit qu'il faut une réponse forte, le diagnostic est sans appel, et il faut une mobilisation générale. D'ailleurs, je ferai les consultations du mois de décembre, à partir du mois de décembre, et qui devraient se terminer à la fin du mois de janvier, au mois de février. Très bien. Mais pardonnez-moi, je suis un peu surpris, premièrement, de ne pas vous avoir entendu une seule fois, au moins sur une des propositions que j'avais faites. C'est un rejet complet, sans même qu'on essaye de rentrer en discussion, et là, je ne comprends pas. Le numerus clausus. Le numerus clausus, je pourrais peut-être rappeler à mes collègues qu'il y a quelques années, on avait expliqué au ministère de la Santé, c'était dans les années 80, qu'il fallait diminuer le numerus clausus, comme ça on faisait la meilleure régulation médicale qui soit. On en mesure les conséquences aujourd'hui. Il a été dit également par certains intervenants tout à l'heure que ce numerus clausus avait été sensiblement augmenté depuis quelques années. Dans mon intervention, je soulignais qu'il fallait évidemment 10 ans au minimum pour former un médecin. Il faudrait bien que vous me disiez si oui ou non ce numerus clausus il allait évoluer. Or vous savez très bien que justement l'intérêt d'un internat régional, c'était d'adapter aux besoins d'une région. Dès le moment où toutes les UFR, évidemment, de façon homogène sur le territoire, apportaient une réponse. Si j'ai souligné tout à l'heure la possibilité qu'avaient certains internes, enfin tout moins ceux qui passaient le concours de l'internat, à avoir la capacité à redoubler, c'était possible dans des régions et c'était impossible dans d'autres. Et donc ce numerus clausus, c'est une réponse pour adapter les besoins d'une région. Je crois que c'est quand même une réponse assez simple et je ne comprends pas que ce mot-là, vous n'y ayez pas prononcé. Cumul emploi-retraite, c'est un peu la même chose. C'est notre collègue Véronique Besse qui avait été l'auteur de cet amendement et je trouve que ça allait dans le bon sens. J'ai rappelé la disponibilité de certains médecins voulant à la retraite. En plus, vous avez été quelqu'un de très engagé sur la réforme des retraites, demandant à ce que l'on puisse partir plus tôt. Et peut-être partir plus tôt, c'est pas arrêter complètement une activité, donc de fermer la porte. Je trouve ça pas bien parce que c'est une fois de plus, on se prive de possibilités que certains praticiens aient envie. On demande souvent dans les transmissions d'entreprise que l'on puisse transmettre le savoir justement. Eh bien, un généraliste aurait pu travailler 2 jours, être dans une équipe médicale et puis aider les jeunes, les remplacer parce qu'ils ont aussi, et je crois que c'est important, ça n'a pas été assez dit tout à l'heure, ils aspirent à une vie un peu différente de celle qu'ont pu connaître certains médecins qui sont actuellement en exercice. Quand je propose 2 fois 6 mois de formation d'un centre hospitalier, une maison médicale avec un maître de stage, je permets de le rappeler, je n'ai pas eu le temps de le dire dans la discussion générale, mais ça a été dit par les intervenants, sur le terrain on s'aperçoit combien c'est difficile. Il faut vraiment en vouloir pour être référent maître de stage. Et quand vous disiez d'ailleurs tout à l'heure, je vais reprendre très rapidement les interventions des collègues, là, je pense qu'il y a vraiment des possibilités gâchées. Et en tout cas, ces 12 mois, c'est quoi? C'est une sédentarisation. En fait, on propose à un garçon et une fille, au bout de 6 années de médecine, d'aller passer 6 mois dans une zone, entre guillemets, sous-médicalisée, avec ce grand mot diabolique, sous-médicalisé. Sous-médicalisé, c'est partout, je vous l'ai dit, en région centre sauf à Tours, en Auvergne sauf à Clermont-Ferrand, à 3 km, à Romagna, à Aubière, à Chavalières ou ailleurs, on est en sous-densification. Quand vous êtes en Limousin, alors là, en dehors de Limoges, c'est terminé. Quand vous êtes en Picardie, vous allez à Amiens et à quelques kilomètres, c'est terminé. Enfin bref. Et ces 12 mois, rappelez-vous, Madame la Ministre, que faisaient les étudiants en médecine il y a quelques années? Est-ce que oui ou non, on ne les obligeait pas à aller passer un externat dans un petit centre hospitalier? Les médecins de la ville de Châteauneuf, il y en a 12 qui sont tous passés par l'externat. Tiens, c'est bizarre, ça les a fidélisés à un territoire. Ils ont dit, ben voilà, je vais y faire ma vie. Ils ont remplacé des médecins parce qu'après leur externat, ça leur a ouvert les portes pour justement faire des remplacements. Et ils se sont installés dans ces régions. Et c'est pour ça que l'internat régional, où je crois avoir ouvert pourtant les libertés avec 3 choix. Alors quelqu'un disait tout à l'heure, on vous limite les choix, mais pas du tout. Avec un internat régional, on pouvait choisir les régions, justement. Passer les concours dans les régions que l'on affectionne plus que d'autres. Et ce choix-là, il est encore dans cette proposition de loi. Donc, vous nous dites mobilisation générale et on va voir, on consulte. Alors, je sais bien qu'à l'heure actuelle, depuis quelques mois, sur beaucoup de sujets, on attend pour voir.
On va voir d'ailleurs ce qui va se passer pour la compétitivité, ça va être extraordinaire, puisque maintenant, il faut attendre. On a attendu le rapport Gallois, attendu que ce soit publié, maintenant on attend encore, puis la TVA qui est sortie par la fenêtre va rentrer par la porte, et elle a changé de mot. Restructuration. TVA, restructuration. C'est extraordinaire. Donc moi, je ne voudrais pas qu'on attende, Madame la Ministre, si je le dis avec un peu d'émotion et avec engagement, parce que vous le savez, vous avez suffisamment de relais et de connaissances des territoires pour savoir que les propos que je tiens ne sont pas excessifs et qu'ils reflètent un mal-être considérable, tant chez les professionnels de santé et tant évidemment chez la population. Alors à un moment, vous avez dit quand même les propositions de Philippe Vigier n'ont pas de sens parce qu'elles s'appliqueront en 2020. Je crois que c'est un peu facile de dire ça, c'est pas vrai. S'appliquera en 2020 uniquement l'exigence de 3 années d'installation, pas le reste. Ça ne dénature pas la proposition de loi. C'est facile, de revers de manche, de dire rien circuler, il n'y a rien à voir, votre truc avant 2020, ça ne marche pas. Ça n'est pas vrai, je ne laisserai pas passer. Et alors, je voudrais m'arrêter une seconde sur cette fameuse liberté d'installation. Mes chers collègues, est-ce que oui ou non, on va essayer ensemble de faire en sorte de baisser les masques? La liberté d'installation. Madame la Ministre, est-ce qu'un biologiste peut s'installer là où il veut? Est-ce qu'il peut avoir 2 laboratoires avec 2 plaques à son nom? Je pose la question. Pourtant, c'est une profession libérale. Est-ce qu'il peut en avoir 3? Certainement pas. Alors qu'un radiologue, lui, peut exercer à plusieurs endroits. Vous ne pouvez pas me dire le contraire. Est-ce que oui ou non un pharmacien n'est pas installé à l'endroit où, eh bien, il s'installe à l'endroit X, mais il ne sera pas installé à l'endroit Y. Alors, lorsqu'on parle de liberté d'installation, ça me fait doucement rigoler. Et c'est grave d'ailleurs de dire qu'on porte atteinte à la liberté d'installation. Il ne s'agit pas du tout de cela. Ou alors, Madame la Ministre, allez-y, libérez tout. Libéraliser complètement la possibilité pour les professions médicales de s'installer là où elles veulent, en exerçant sur plusieurs sites. Et les contraintes qui s'appliquent sur les professions libérales sont fortes dans le domaine de la santé. Et les exemples que je prends, vous ne pouvez pas les contester, ils sont vrais. De même que les biologistes ont accepté, vous le savez très bien, une accréditation. Laquelle accréditation est une sacrée contrainte. Nul ne dira le contraire. Et puis quand on parle de liberté d'installation, vous savez, on a touché au dogme là. Mais un polytechnicien, qu'est-ce qui se passe pour lui une fois qu'il a eu le concours et qu'il est sorti de l'école? Pendant combien d'années il doit travailler pour l'État? Un infirmier qui va au CHRO d'Orléans suivre l'école d'infirmière, pendant combien d'années il a un contrat avec l'État? Un huissier de justice, il s'installe là où il veut. Un commissaire-priseur, il s'installe là où il veut. Un notaire, il s'installe là où il veut. Alors on va me dire, il y a la charge. Mais la charge, pas du tout. La charge, il la revend, d'accord. Mais le médecin généraliste, il revendait son cabinet. On est tellement bien dans cette France dans laquelle nous sommes. Vous connaissez beaucoup de généralistes qui vendent leur clientèle maintenant? Vous connaissez beaucoup, alors qu'ils l'ont acheté il y a quelques années, qu'ils l'ont remboursé, qu'ils se sont équipés? Vous connaissez beaucoup de dentistes qui revendent leur cabinet dentaire à l'heure actuelle? Peut-être à Neuilly-sur-Seine, peut-être au centre-ville de Tours, peut-être dans des endroits, des stations balnéaires, mais les autres, non. Donc cette fameuse sacro-sainte liberté d'installation, c'est dommage, mon collègue Jean-Pierre Dor n'est pas là, mais j'avais combattu le texte de Mme Bachelot dans lequel le médecin qui partait en vacances devait déclarer à l'ARS. Et on nous parle de liberté. Alors que le pharmacien, lui, qui ne s'installe pas là où il veut, il fait des gardes. Et on parle de liberté. Donc il faut quand même que chacun, et moi je ne veux pas qu'on me dise que je suis celui qui pourfend la liberté. Alors que le médecin généraliste, lui, n'a pas l'obligation de la continuité des soins, c'est-à-dire que le week-end, les gardes, il peut s'organiser pour faire en sorte, comme vous le savez, au nom de la permanence des soins, de ne pas y être soumis, puisque ça a été supprimé concomitamment à l'idée que les pharmaciens, eux, continuent de faire leur garde. Et quand dans mon département, les pharmaciens ont dit non pour le tour de garde, le préfet les a convoqués avec les syndicats et hop, les gardes ont été mises en place. Ça, c'est le vécu. Alors, vous me permettrez de dire les choses avec un peu de force, parce que moi, je veux bien la liberté. Demain, laissez-moi m'installer dans 10 laboratoires. Laissez à d'autres praticiens de santé s'installer partout, non pas la liberté d'installation. Donc cette liberté, elle n'est pas mise à mal. Moi, Madame la Ministre, je voudrais vous croire. Je ne vous en veux pas. Il y a quelques mois que vous êtes en charge d'une responsabilité très forte. Ça a été dit tout à l'heure, cette fracture médicale qui existe avec cette fracture numérique, d'ailleurs, qui va de pair, parce qu'on parle de l'attractivité de nos territoires. Mais quand vous n'avez plus de médecins, quand vous n'avez pas la fibre optique, c'est la même sanction, on en parlera tout à l'heure. La fibre optique, qui va la payer?
Les conseillers généraux, vous le savez très bien, commencent à financer l'arrivée de la fibre optique, alors qu'à Tours même, ce n'est pas utile de financer, puisque les opérateurs, ben oui, les opérateurs l'installent. En tout cas, on va voir si vous allez les recréer, les services publics que nous avons supprimés. J'attends la réouverture des tribunaux. J'ai vu qu'à Tulle, il y aurait peut-être un régime d'exception, mais partout ailleurs. Moi, vous savez, je suis très à l'aise. On m'a fermé un service de chirurgie, on m'a fermé un tribunal d'instance, un tribunal des prud'hommes. Alors réouvrez-les, puisque vous nous avez expliqué que. Alors je voudrais simplement, Madame la Ministre, moi je souhaite que les mesures incitatives marchent, mais je n'en suis pas convaincu. Et je ne vous ai pas non plus entendu parler de revalorisation d'honoraires. Si on parle des internes, je les connais un peu, vous les voyez beaucoup, ils sont dans la rue, mais ce n'est pas uniquement parce qu'on veut les ennuyer, parce qu'on leur demande, quelque part, de participer à la chaîne de santé. Mais les internes, ce sont les forçats de la médecine. Combien gagnent-ils par mois pour combien d'heures? Et lorsqu'une garde dure jusqu'à 2 heures du matin et ils continuent les actes jusqu'au petit matin et qu'ils continuent le lendemain, est-ce que oui ou non le niveau de rémunération est adapté pour un bac plus 8, un bac plus 9, un bac plus 10? Osons dire les choses. Et quand je parle de revalorisation des honoraires, c'est parce qu'il faut régénérer de l'attractivité. Et quand j'entends tout à l'heure qu'il faut y mettre uniquement des incitations fiscales, et encore des niches fiscales et des niches sociales, je crois que chacun sait la situation du pays. Alors, je voudrais remercier la présidente de la Commission des affaires sociales de ses messages d'encouragement, relever mon engagement et le courage. Son engagement au sein de la majorité l'honore en ayant la position qui est la sienne, mais sa très bonne connaissance des dossiers fait que je crois qu'elle a compris que le diagnostic que j'ai posé, s'il n'est pas de complaisance, moi mon souhait est d'essayer de faire en sorte que l'on puisse sortir des difficultés dans lesquelles nous sommes, parce que ça a été dit par plusieurs orateurs, et je vous remercie d'être intervenus avec beaucoup de clairvoyance sur ces sujets, soulignant tous ce drame que nous vivions, puisqu'il nous appartient à la responsabilité, me semble-t-il, à la représentation nationale et à l'État d'être régulateur lorsqu'on n'y arrive pas. Ou alors à quoi servons-nous si l'État n'est pas capable? On parle de droits républicains, mais où sont-ils? Le droit au logement, c'est un droit républicain essentiel. Tout à l'heure, Gérard Schwarzenberg est parti, mais il parlait du droit constitutionnel d'accès aux soins. Est-ce pas un facteur d'égalité des chances, comme le droit à l'enseignement? Donc je vous dis avec passion que ce drame que nous vivons, eh bien, Madame la Ministre, j'ai peur que ce drame continue de s'agrandir, de s'approfondir dans les prochains mois. Et d'ailleurs, je ne vous en veux pas, j'ai bien compris que tout à l'heure j'ai cité certaines de vos prises de position, des prises de position du président de la République, un pas en avant, deux pas en arrière, hésitant entre la coercition, la non-coercition. J'ai bien compris avec des oppositions positives, avec une très belle phrase faite par notre collègue tout à l'heure qui a bien expliqué qu'on aurait probablement à revenir un jour ou l'autre. Vous savez, il y a des sujets sur lesquels je crois qu'on peut dépasser des clivages, je l'avais dit en commençant tout à l'heure. Je crois que c'est un vrai sujet pour notre pays. Vous savez, le modèle médical français est un modèle médical qui est regardé. Ce modèle médical français est en train de se déliter. Pour des raisons qu'on n'a pas su appréhender, pas vous, Madame la Ministre, d'autres avant vous qui étaient en charge, avec des erreurs successives, mais tous, je vous en supplie. C'est en 2000 qu'on a commencé à modifier l'internat régional et l'internat national classant. Parce que quand on me dit, elle est partie, notre collègue, avec l'internat que je propose, on va changer la vie des gens. Oui, on va changer la vie des gens. On va leur donner un boulot, ils vont aller dans une région, mais à la fin de l'internat, ils peuvent partir là où ils veulent. Aller dans une zone Soudan, c'est quand même pas un drame absolu, mais pendant 3 ans, ça leur coûtera rien du tout. Pourquoi ça leur coûtera rien du tout? Ils peuvent arriver avec leur attaché-caisse, leur stéthoscope, il y a tout ce qu'il faut parce que les cabinets médicaux sont prêts. Ils sont prêts. Moi, dans ma propre circonscription, j'ai 10 médecins généralistes que je peux accueillir demain matin. Demain matin. Sans qu'on leur demande 1 euro. Donc il ne faut pas dire que, alors qu'ils auront une clientèle absolument formidable, parce que vous le savez très bien, à l'heure actuelle, il y a des patients qui ne trouvent plus de médecins, malheureusement, pour les accueillir. Voilà, donc je ne vais pas être plus long. Vous dire, Madame la Ministre, que sur ce sujet, je serai d'une constance forte, parce que c'est un sujet de société très grave. Cette fracture continue. J'avais regretté que la précédente majorité ne réponde pas avec force. Vous voyez que je ne tente pas du tout un piège. J'avais dit que je reviendrais. M. Le Guen, mais vous m'aviez encouragé, mon cher collègue, en disant qu'il fallait revenir, que mes amendements étaient très bien. Je vois que vous avez changé de pied, parce qu'avant, tout ce que je proposais, c'était parfait. Maintenant, c'est plus possible. Vous avez pu remarquer, au moins, j'avais quelque part enfreint la solidarité gouvernementale, puisque faisant partie de la majorité,
eh bien, je m'étais opposé à la ministre en charge. Voilà, donc Madame la ministre, vraiment, j'en appelle à toute votre lucidité pour porter ce plan ambitieux. S'il y a des mesures qui vont dans le bon sens le moment venu, je les soutiendrai. En revanche, je dénoncerai avec la plus grande des forces tout immobilisme du gouvernement en la matière. Nous n'avons pas le droit, il s'agit de la santé de nos concitoyens. Eh bien, pour cela, nous devons apporter des réponses fortes. Merci, monsieur le rapporteur.